Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Vali, raconte-moi une histoire. Le portefeuille de Bixiou. Très belle écoute à tous. Un matin du mois d'octobre, quelques jours avant de quitter Paris, je vis arriver chez moi, pendant que je déjeunais, un vieil homme en habit râpé, cagneux, crotté, l'échine basse, grelottant sur ses longues jambes comme un échassier déplumé. C'était Bixiou. Oui, Parisien, votre Bixiou, le féroce et charmant Bixiou, ce railleur enragé qui vous a tant réjoui depuis 15 ans avec ses pamphlets et ses caricatures. Ah, le malheureux, quelle détresse! Sans une grimace qu'il fit en entrant, jamais je ne l'aurais reconnu. La tête inclinée sur l'épaule, sa canne aux dents comme une clarinette, l'illustre et lugubre farceur s'avança jusqu'au milieu de la chambre et vint se jeter contre ma table en disant d'une voix dolente: « Ayez pitié d'un pauvre aveugle !» C'était si bien imité que je ne pus m'empêcher de rire, mais lui, très froidement: « Vous croyez que je plaisante ? Regardez mes yeux. » Il tourna vers moi 2 grandes prunelles blanches sans un regard. « Je suis aveugle, mon cher, aveugle pour la vie. Voilà ce que c'est que d'écrire avec du vitriol. Je me suis brûlé les yeux à ce joli métier, mais là, brûlé à fond, jusqu'au bobèche, ajouta-t-il en me montrant ses paupières calcinées où ne restait plus l'ombre d'un cil. J'étais si émue que je ne trouvais rien à lui dire. Mon silence l'inquiéta. « Vous travaillez ? » ?»« Non, Bixiou, je déjeune. »« Voulez-vous en faire autant ?» Il ne répondit pas, mais au frémissement de ses narines, je vis bien qu'il mourait d'envie d'accepter. Je le pris par la main et je le fis asseoir près de moi. Pendant qu'on le servait, le pauvre diable flairait la table avec un petit rire. « Ça a l'air bon tout ça, je vais me régaler. Il y a si longtemps que je ne déjeune plus. Un pain d'1 sou tous les matins, en courant les ministères. Car, vous savez, je cours les ministères maintenant. C'est ma seule profession. J'essaie d'accrocher un bureau de tabac. Qu'est-ce que vous voulez ? Il faut qu'on mange à la maison. Je ne peux plus dessiner, je ne peux plus écrire. Dicter ? Mais quoi ? Je n'ai rien dans la tête, moi, je n'invente rien. Mon métier, c'était de voir les grimaces de Paris et de les faire. À présent, il n'y a plus moyen. Alors j'ai pensé à un bureau de tabac. Pas sur les boulevards, bien entendu. Je n'ai pas droit à cette faveur, n'étant ni mère de danseuse, ni veuve d'officier supérieur. Non, simplement un petit bureau de province, quelque part bien loin, dans un coin des Vosges. J'aurai une forte pipe en porcelaine. Je m'appellerai Hans ou Zébédée, comme dans Ekman Chatrian. Et je me consolerai de ne plus écrire en faisant des cornets de tabac avec les œuvres de mes contemporains. Voilà tout ce que je demande. Pas grand-chose, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est le diable pour y arriver. Pourtant, les protections ne devraient pas me manquer. J'étais très lancée autrefois. Je dînais chez le maréchal, chez le prince, chez les ministres. Tous ces gens-là voulaient m'avoir parce que je les amusais ou qu'ils avaient peur de moi. À présent, je ne fais plus peur à personne. Oh, mes yeux, mes pauvres yeux, et l'on ne m'invite nulle part. C'est si triste, une tête d'aveugle à table. Passez-moi le pain, je vous prie. Ah, les bandits, ils me l'auront fait payer cher, ce malheureux bureau de tabac. Depuis 6 mois, je me promène dans tous les ministères avec ma pétition. J'arrive le matin, à l'heure où l'on allume les poêles et où l'on fait faire un tour aux chevaux de son Excellence sur le sable de la cour. Je ne m'en vais qu'à la nuit, quand on apporte les grosses lampes
et que les cuisines commencent à sentir bon. Toute ma vie se passe sur les coffres à bois des antichambres. Aussi les huissiers me connaissent, allez. À l'intérieur, ils m'appellent ce bon monsieur. Et moi, pour gagner leur protection, je fais des calembours où je dessine d'un trait sur un coin de leur buvard de grosses moustaches qui les font rire. Voilà où j'en suis arrivée après 20 ans de succès tapageur. Voilà la fin d'une vie d'artiste. Et dire qu'ils sont en France 40 000 galopins, à qui notre profession fait venir l'eau à la bouche. Dire qu'il y a tous les jours, dans les départements, une locomotive qui chauffe pour nous apporter des panneries d'imbéciles affamés, de littérature et de bruit imprimé. Ah, province romanesque, si la misère de Bixiou pouvait te servir de leçon. Là-dessus, il se fourra le nez dans son assiette et se mit à manger avidement sans dire un mot. C'était pitié de le voir faire. À chaque minute, il perdait son pain, sa fourchette, tâtonnait pour trouver son verre. Pauvre homme, il n'avait pas encore l'habitude. Au bout d'un moment, il reprit. « Savez-vous ce qu'il y a encore de plus horrible pour moi ? C'est de ne plus pouvoir lire mes journaux. Il faut être du métier pour comprendre cela. Quelquefois, le soir, en rentrant, j'en achète un, rien que pour sentir cette odeur de papier humide et de nouvelles fraîches. C'est si bon. Et personne pour me les lire. Ma femme pourrait bien, mais elle ne veut pas. Elle prétend qu'on trouve dans les faits divers des choses qui ne sont pas convenables. Ah, ces anciennes maîtresses, une fois mariées. Il n'y a pas plus bégueule qu'elle. Depuis que j'en ai fait Madame Bixiou, celle-là s'est crue obligée de devenir bigote. Mais à un point. Est-ce qu'elle ne voulait pas me faire frictionner les yeux avec de l'eau de la Salette ? Et puis le pain béni, les quêtes, la sainte enfance, les petits chinois, que sais-je encore. Nous sommes dans les bonnes œuvres jusqu'au cou. Ce serait cependant une bonne œuvre de me lire mes journaux. Eh bien non, elle ne veut pas. Si ma fille était chez nous, elle me les lirait, elle. Mais depuis que je suis aveugle, je l'ai fait entrer à Notre-Dame-des-Arts pour avoir une bouche de moins à nourrir. Encore une qui me donne de l'agrément, celle-là. Il n'y a pas 9 ans qu'elle est au monde, elle a déjà eu toutes les maladies. Et triste, et laide, plus laide que moi, si c'est possible, un monstre. Que voulez-vous ? Je n'ai jamais su faire que des charges. Ah ça, mais je suis bon, moi, de vous raconter mes histoires de famille. Qu'est-ce que cela peut vous faire à vous ? Allons, donnez-moi encore un peu de cette eau de vie. Il faut que je me mette en train. En sortant d'ici, je vais à l'instruction publique et les huissiers n'y sont pas faciles à dérider. C'est tous d'anciens professeurs. Je lui versai son eau de vie. Il commença à la déguster par petites fois d'un air attendri. Tout à coup, je ne sais quelle fantaisie le piquant, il se leva, son verre à la main, promena un instant autour de lui sa tête de vipère aveugle, avec le sourire aimable du monsieur qui va parler. Puis, d'une voix stridente, comme pour haranguer un banquet de 200 couverts. « Aux arts, aux lettres, à la presse !» Et le voilà parti sur un toast de 10 minutes, la plus folle et la plus merveilleuse improvisation qui soit jamais sortie de cette cervelle de pitre. Figurez-vous une revue de fin d'année intitulée « Le pavé des lettres » en 186. Nos assemblées, soi-disant littéraires, nos papotages, nos querelles, toutes les cocasseries d'un monde excentrique, fumier d'encre, enfer sans grandeur, où l'on s'égorge, où l'on s'étripe, où l'on se détrousse, où l'on parle intérêt et gros sous bien plus que chez les bourgeois, ce qui n'empêche pas qu'on y meure de faim plus qu'ailleurs. Toutes nos lâchetés, toutes nos misères, le vieux baron de la tombola, s'en allant faire gna 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 aux Tuileries avec sa sébile et son habit barbeau. Puis nos morts de l'année, les enterrements à réclame, l'oraison funèbre de monsieur le délégué, toujours la même, chère et regrettée, pauvre chère,
à un malheureux dont on refuse de payer la tombe. Et ceux qui se sont suicidés, et ceux qui sont devenus fous. Figurez-vous tout cela raconté, détaillé, gesticulé par un grimacier de génie. Vous aurez alors une idée de ce que fut l'improvisation de Bixiou. Son toast fini, son verre bu, il me demanda l'heure et s'en alla d'un air farouche, sans me dire adieu. J'ignore comment les huissiers de M. Duruy se trouvèrent de sa visite ce matin-là, mais je sais bien que jamais de ma vie je ne me suis sentie si triste, si mal en train qu'après le départ de ce terrible aveugle. Mon encrier m'écœurait, ma plume me faisait horreur. J'aurais voulu m'en aller loin, courir, voir des arbres, sentir quelque chose de bon. Quelle haine, grand Dieu, que de fiel, quel besoin de baver sur tout, de tout salir. Ah, le misérable! J'arpentais ma chambre avec fureur, croyant toujours entendre le ricanement de dégoût qu'il avait eu en me parlant de sa fille. Tout à coup, près de la chaise où l'aveugle s'était assis, je sentis quelque chose rouler sous mon pied. En me baissant, je reconnus son portefeuille, un gros portefeuille luisant, à coin cassé, qui ne le quitte jamais, et qu'il appelle en riant sa poche à venin. Cette poche, dans notre monde, était aussi renommée que les fameux cartons de M. Girardin. On disait qu'il y avait des choses terribles là-dedans. L'occasion se présentait belle pour m'en assurer. Le vieux portefeuille, trop gonflé, s'était crevé en tombant, et tous les papiers avaient roulé sur le tapis. Il me fallut les ramasser l'un après l'autre. Un paquet de lettres écrites sur du papier à fleurs, commençant toutes « Mon cher papa » et signées « Céline Bixiou, des enfants de Marie ». D'anciennes ordonnances pour des maladies d'enfants, croupe, convulsions, scarlatine, rougeole. La pauvre petite n'en avait pas échappé une. Enfin, une grande enveloppe cachetée, d'où sortaient, comme d'un bonnet de fillette, 2 ou 3 crins jaunes tout frisés, et sur l'enveloppe, en grosse écriture tremblée, une écriture d'aveugle. Cheveux de Céline, coupés le 13 mai, le jour de son entrée là-bas. Voilà ce qu'il y avait dans le portefeuille de Bixiou. Allons, Parisiens, vous êtes tous les mêmes. Le dégoût, l'ironie, un rire infernal, des blagues féroces, et puis pour finir, cheveux de Céline, coupés le 13 mai. La légende de l'homme à la cervelle d'or, à la dame qui demande des histoires gaies. En lisant votre lettre, madame, j'ai eu comme un remords. Je m'en suis voulu de la couleur un peu trop demi-deuil de mes historiettes, et je m'étais promis de vous offrir aujourd'hui quelque chose de joyeux, de follement joyeux. Pourquoi serais-je triste après tout? Je vis à milieu des brouillards parisiens, sur une colline lumineuse, dans le pays des tambourins et du vin muscat. Autour de chez moi, tout n'est que soleil et musique. J'ai des orchestres de culs blancs, des orphéons de mésanges. Le matin, les courlis qui font « courlis, courlis ». À midi, les cigales, puis les pâtres qui jouent du fifre, et les belles filles brunes qu'on entend rire dans les vignes. En vérité, l'endroit est mal choisi pour broyer du noir. Je devrais plutôt expédier aux dames des poèmes couleur de rose et des pleins paniers de contes galants. Eh bien non, je suis encore trop près de Paris. Tous les jours, jusque dans mes pains, il m'envoie les éclaboussures de ses tristesses. À l'heure même où j'écris ces lignes, je viens d'apprendre la mort misérable du pauvre Charles Barbara. Et mon moulin en est tout en deuil. Adieu les courlis et les cigales, je n'ai plus le cœur à rien de gai. Voilà pourquoi, madame, au lieu du joli conte badin que je m'étais promis de vous faire, vous n'aurez encore aujourd'hui qu'une légende mélancolique. Il était une fois un homme qui avait une cervelle d'or. Oui, madame, une cervelle tout en or. Lorsqu'il vint au monde, les médecins pensaient que cet enfant ne vivrait pas, tant sa tête était lourde et son crâne démesuré. Il vécut cependant et grandit au soleil comme un beau plant d'olivier.
Seulement sa grosse tête l'entraînait toujours, et c'était pitié de le voir se cogner à tous les meubles en marchant. Il tombait souvent. Un jour, il roula du haut d'un perron et vint donner du front contre un degré de marbre, où son crâne sonna comme un lingot. On le crut mort. Mais en le relevant, on ne lui trouva qu'une légère blessure, avec 2 ou 3 gouttelettes d'or caillées dans ses cheveux blonds. C'est ainsi que les parents apprirent que l'enfant avait une cervelle en or. La chose fut tenue secrète. Le pauvre petit lui-même ne se douta de rien. De temps en temps, il demandait pourquoi on ne le laissait plus courir devant la porte avec les garçonnets de la rue. « On nous volerait notre beau trésor », lui répondait sa mère. Alors le petit avait grand peur d'être volé. Il retournait jouer tout seul sans rien dire et se trimballait lourdement d'une salle à l'autre. À 18 ans seulement, ses parents lui révélèrent le don monstrueux qu'il tenait du destin. Et comme ils l'avaient élevé et nourri jusque-là, ils lui demandèrent en retour un peu de son or. L'enfant n'hésita pas sur l'heure même. Comment, par quel moyen, la légende ne l'a pas dit. Il s'arracha du crâne un morceau d'or massif, un morceau gros comme une oie, qu'il jeta fièrement sur les genoux de sa mère. Puis, tout ébloui des richesses qu'il portait dans la tête, fou de désir, ivre de sa puissance, il quitta la maison paternelle et s'en alla par le monde en gaspillant son trésor. Du train dont il menait sa vie, royalement, et semant l'or sans compter, on aurait dit que sa cervelle était inépuisable. Elle s'épuisait cependant, et à mesure on pouvait voir les yeux s'éteindre, la joue devenir plus creuse. Un jour enfin, au matin d'une débauche folle, le malheureux, resté seul parmi les débris du festin et les lustres qui pâlissaient, s'épouvanta de l'énorme brèche qu'il avait déjà faite à son lingot. Il était temps de s'arrêter. Dès lors, ce fut une existence nouvelle. L'homme à la cervelle d'or s'en alla vivre à l'écart du travail de ses mains, soupçonneux et craintif comme un avare, fuyant les tentations, tâchant d'oublier lui-même ces fatales richesses auxquelles il ne voulait plus toucher. Par malheur, un ami l'avait suivi dans sa solitude, et cet ami connaissait son secret. Une nuit, le pauvre homme fut réveillé en sursaut par une douleur à la tête, une effroyable douleur. Il se dressa éperdu et vit, dans un rayon de lune, l'ami qui fuyait en cachant quelque chose sous son manteau. Encore un peu de cervelle qu'on lui emportait. À quelque temps de là, l'homme à la cervelle d'or devint amoureux, et cette fois tout fut fini. Il aimait du meilleur de son âme une petite femme blonde, qu'il l'aimait bien aussi, mais qui préférait encore les pompons, les plumes blanches et les jolis glands mordorés battant le long des bottines. Entre les mains de cette mignonne créature, moitié oiseau, moitié poupée, les piécettes d'or fondaient que c'était un plaisir. Elle avait tous les caprices, et lui ne savait jamais dire non. Même de peur de la peiner, il lui cacha jusqu'au bout le triste secret de sa fortune. « Nous sommes donc bien riches ?» disait-elle. Le pauvre homme lui répondait « Oh oui, bien riches !» Il souriait avec amour au petit oiseau bleu qui lui mangeait le crâne innocemment. Quelquefois cependant la peur le prenait. Il avait des envies d'être avare, mais alors la petite femme venait vers lui en sautillant et lui disait « Mon mari qui est si riche, achetez-moi quelque chose de bien cher. » Et il lui achetait quelque chose de bien cher. Cela dura ainsi pendant 2 ans. Puis un matin, la petite femme mourut, sans qu'on sût pourquoi, comme un oiseau. Le trésor touchait à sa fin. Avec ce qui lui restait, le veuf fit faire à sa chère morte un bel enterrement. Cloches à toutes volées, lourds carrosses tendus de noir, chevaux empanachés, larmes d'argent dans le velours, rien ne lui parut trop beau. Que lui importait son or maintenant? Il en donna pour l'église, pour les porteurs, pour les revendeuses d'immortels, il en donna partout. Aussi, en sortant du cimetière,
Il ne lui restait presque plus rien de cette cervelle merveilleuse, à peine quelques parcelles aux parois du crâne. Alors on le vit s'en aller dans les rues, l'air égaré, les mains en avant, trébuchant comme un homme ivre. Le soir, à l'heure où les bazars s'illuminent, il s'arrêta devant une large vitrine, dans laquelle tout un fouillis d'étoffes et de parures reluisait aux lumières, et resta là longtemps à regarder deux bottines de satin bleu bordées de duvet de cygne. « Je sais quelqu'un à qui ces bottines feraient bien plaisir, » se disait-il en souriant, et ne se souvenant déjà plus que la petite femme était morte, il entra pour les acheter. Du fond de son arrière-boutique, la marchande entendit un grand cri. Elle accourut et recula de peur en voyant un homme debout qui s'accotait au comptoir et la regardait douloureusement d'un air hébété. Il tenait d'une main les bottines bleues à bordure de cygne et présentait l'autre main toute sanglante, avec des raclures d'or au bout des ongles. Telle est, madame, la légende de l'homme à la cervelle d'or. Malgré ses airs de conte fantastique, cette légende est vraie d'un bout à l'autre. Il y a par le monde de pauvres gens qui sont condamnés à vivre avec leur cerveau et paient en bel or fin, avec leur moelle et leur substance, les moindres choses de la vie. C'est pour eux une douleur de chaque jour. Et puis, quand ils s'en lassent de souffrir. Je vous remercie pour votre écoute. À bientôt.